Et l'objectif de notre groupe, c'est d'étudier les outils non pharmacologiques pour améliorer le bien-être des patients. Donc je travaille avec des patients qui ont des douleurs chroniques, des patients en oncologie, je travaille avec des patients qui ont eu une amputation, des patients grands brûlés. Donc voilà, le but c'est vraiment de développer différents outils qui leur permettent d'améliorer le bien-être en dehors de tout ce qui est médicamenteux. Donc je travaille avec l'hypnose, la réalité virtuelle combinée à l'hypnose, la musicothérapie et maintenant la transe qu'on aimerait alors développer en application clinique une fois qu'on aura compris le processus. Je pense que c'est important parce que pendant beaucoup d'années, on a été dans un système médical très paternaliste où déjà le médecin était là et lui connaît la vérité, il va vous donner un médicament et ça va aller mieux. Ça a aussi créé une espèce de relation par rapport au corps médical où on est en attente d'un médicament ou de quelque chose d'extérieur qui va venir soigner. Mais à un moment donné, on est confronté à la réalité. On n'arrive pas à tout soigner avec ce système juste biologique, biomédical, avec des médicaments. On voit bien que les gens continuent à avoir mal. En oncologie, il y a aussi toute la détresse émotionnelle à côté de la maladie. Et donc à un moment, on se rend compte que le corps et l'esprit ne sont pas scindés, comme en tout cas on l'a vécu pendant plusieurs années, et on refait maintenant ce rapprochement entre corps et esprit. Nos émotions, nos sensations dans notre corps sont liées. Plus vous allez être anxieuse, moins bien vous allez être dans votre corps, et inversement. Donc c'est important que le corps médical et le corps scientifique maintenant puissent étudier tous ces mécanismes qui relient corps et esprit pour poser un cadre. Parce que malheureusement, tant qu'il n'y a pas de cadre, on peut faire n'importe quoi, on peut prétendre n'importe quoi aussi. Donc c'est important de pouvoir dire que la méditation, l'hypnose, la transe peuvent être appliquées avec certains patients par des professionnels formés, que ça ne va pas tout résoudre, ce n'est pas des remèdes miracles non plus. Et ça ne remplace pas non plus les médicaments, c'est vraiment des outils complémentaires. C'est pour ça que je pense que ça doit être bien étudié pour qu'il y ait des guidelines corrects proposés aux patients, qu'on ne leur fasse pas miroiter non plus des remèdes miracles. On a dans le cerveau ce qu'on appelle le réseau de la douleur. Donc c'est un ensemble de régions du cerveau qui vont s'activer, s'allumer une fois, si je vous pince la main, le réseau de la douleur s'active. Avec l'hypnose, par exemple, si vous vous mettez en état d'hypnose, je vais vous pincer la main et on voit que le réseau de la douleur diminue fortement. Et on fait l'hypothèse qu'avec la transe, on va retrouver une modification de ces régions liées à la douleur quand on pince la main des personnes qui sont en transe. L'intérêt, par exemple, dans la douleur chronique, il y a vraiment un facteur d'entretien. Donc, plus vous êtes focalisé sur votre douleur, plus vous allez entretenir cette activité du réseau de la douleur. Et donc, c'est comme s'il était tout le temps allumé en permanence, même s'il n'y a rien qui directement va venir vous faire mal. C'est combiné avec d'autres facteurs comme les facteurs environnementaux, les facteurs familiaux, la fatigue, la contraction musculaire. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle biopsychosocial. Il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Mais par des techniques comme l'hypnose, comme la méditation, comme la transe, à un moment donné, vous vous permettez de vous déconnecter, de mettre, si vous voulez, le système douleur off quelques minutes. Et donc, c'est comme si ça faisait une petite pause. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez permettre alors à votre système de la douleur de diminuer et d'appréhender différemment la douleur. Comme des outils pour modifier l'état de conscience qui permettent une application médicale pour aider les patients à gérer. On voit aussi que ça permet de mieux gérer l'anxiété, la dépression. Ça permet aussi de diminuer les problèmes de fatigue. Et tout va ensemble. Si vous êtes très fatigué, vous allez être plus anxieux. Quand on est très anxieux, on peut avoir des idées noires, donc plus de dépression. Du coup, vous êtes encore plus fatigué. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et alors, vous rajoutez la douleur dans ce cercle vicieux. Plus vous avez mal, vous allez être anxieuse parce que vous vous demandez ce qui se passe, pourquoi vous avez mal. Plus vous allez être fatigué, vous allez moins bien dormir. Mais plus vous êtes fatigué, plus vous avez mal. Et donc, avec ces outils, on apprend à casser ce cercle vicieux. Donc la transe, c'est un état de conscience modifié qui est induit volontairement et qui va provoquer une modification de la conscience de soi qu'on a de nous-mêmes et une modification de la conscience de notre environnement, de la manière dont on interagit avec l'environnement, des perceptions que l'on a via nos 5 sens. Donc les personnes en transe disent parfois percevoir différemment tous les sons, les lumières,
ressentir différemment aussi les personnes qui sont proches d'elle. Donc c'est vraiment un état de conscience modifié qui va changer la manière dont on interagit avec ce qui est autour de nous. Moi, je pense que c'est vraiment un continuum. On ne peut pas les scinder et dire que ce sont des techniques totalement différentes. Au final, elles vont toutes résulter en une modification de la conscience qu'on a de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. La manière d'y arriver est différente. Donc, par exemple, en hypnose, on va avoir une personne qui pratique l'hypnose qui va vous faire des suggestions, vous suggérer de visualiser ou de sentir des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hétérohypnose. Et l'auto-hypnose, vous aurez appris vous-même la technique et vous allez imaginer et utiliser ces suggestions que vous allez vous auto-proposer. La transe, vous avez vu, ici vous avez eu un aperçu, mais les personnes sont beaucoup plus dans le mouvement, dans le cri, dans le chant. Donc le rapport au corps est différent que celui en hypnose, où c'est beaucoup plus interne. Mais après, les études en neuroimagerie vont nous permettre justement de mieux clarifier. Est-ce que le cerveau fonctionne différemment quand on est en méditation, en hypnose, en transe? Quels sont les points communs? Quelles sont les différences? Et au final, ça nous aidera aussi dans les applications cliniques. Peut-être qu'il y a une méthode qui est beaucoup plus efficace, j'invente, en oncologie, l'autre plus en douleur chronique. Peut-être qu'on aura des indications différentes selon les mécanismes. On leur a demandé d'une part de fermer les yeux et rien faire, laisser les pensées aller et venir librement. Puis on compare avec imaginer une transe, parce que on peut se dire aussi, c'est simplement une imagination, on imagine voir des choses comme vous imaginez une belle histoire ou un souvenir de vacances. Et puis on leur demande la transe. Et là, si on voit que le cerveau réagit différemment en imagination, au repos et en transe, c'est que c'est vraiment des états particuliers, des phénomènes très différents. Donc dans une première étude, là, on a 27 personnes qui ont fait cet EEG comme Virginie a fait aujourd'hui. On met toutes les EEG ensemble et on fait des espèces de moyennes et des analyses statistiques grâce à l'aide d'ingénieurs. C'est vraiment un gros travail derrière. On est en train d'analyser, on a des résultats préliminaires qui montrent qu'on modifie certains rythmes. Donc le cerveau fonctionne selon certains rythmes qu'on appelle alpha, theta, gamma. Et on voit qu'en transe, en résultat préliminaire, donc ça doit être confirmé, on voit que certains rythmes sont modifiés pendant la transe, comme on le voit en hypnose, comme on le voit en méditation. Ça amène déjà à objectiver le ressenti des personnes, parce que vous savez, tant qu'on est uniquement avec le ressenti des personnes, on s'expose déjà à beaucoup de critiques, de dire c'est subjectif, et puis peut-être que la personne, Virginie, elle fait semblant, là elle fait juste pour nous faire plaisir, c'est un espèce de petit spectacle, ou alors il y a aussi de l'effet placebo, on a envie de faire parce que l'expérimentateur m'a donné, on a envie que ça fonctionne. Donc on a besoin alors de marqueurs objectifs, voir est-ce que réellement il y a quelque chose de différent qui se passe dans le cerveau. C'est une espèce de recherche de signature, est-ce qu'il y a une signature de la transe? Et donc après, ça permet de dire, oui, ces états modifiés de conscience, tels que les personnes en témoignent, ça se marque par des choses objectives, le cerveau va fonctionner différemment, et donc on peut l'utiliser pour diminuer la douleur, on peut l'utiliser peut-être pour augmenter la force, peut-être pour augmenter des performances de sportifs à long terme, comme on le voit en hypnose. Si on visualise un mouvement, les sportifs vont avoir plus d'aisance pour réaliser ce mouvement. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une translation entre la recherche et l'application dans la réalité clinique de terrain. Ça, on fait un peu, moi je fais le parallèle avec des techniques comme l'hypnose qui modifient aussi la conscience de soi et la conscience de l'environnement. Et là, on a déjà une belle littérature qui montre qu'avec l'hypnose, on va permettre de mieux gérer la douleur, mieux gérer la détresse émotionnelle, qui sont les deux symptômes principaux de patients en oncologie, douleurs chroniques et de plein d'autres pathologies. Et la transe va permettre aussi de modifier cette conscience de soi, de l'environnement, et donc va modifier la manière dont on peut aborder des choses qui sont problématiques. En transe aussi, les personnes qui vivent la transe nous disent ne pas ressentir la douleur. Donc vous pouvez voir en transe des gens qui se frappent très fort, qui vont se cogner et qui vont continuer sans percevoir cette douleur.
Et puis une fois que la transe est finie, on voit qu'elles ont des bleus, elles ressentent la douleur. Mais donc il y a une modification aussi par rapport aux sensations. Donc ça peut nous aider pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, probablement, mais ça reste à vérifier, que ça modifie quelque chose au niveau du cerveau par rapport à la perception que l'on a des stimulations qu'on a sur le corps, qui fait qu'on l'aperçoit différemment.